Stefan Zweig, qui est un auteur de renommée internationale, a fini sa vie, il est juif, il est parti se réfugier au Brésil, et il est mort, il s'est suicidé au Brésil. Il s'est suicidé alors que le texte que je vais vous lire, qui est célébrissime, il a été édité ensuite. Voilà. J'ai fait des pages Wikipédia si vous voulez des infos sur Stefan Zweig. Il s'est suicidé le 22 février 1942, demain on sera le 22. Voilà. Et il a laissé une lettre, alors juste comme ça, un peu vous lire, si je la retrouve. Je dis quoi, Peut-être. Peut-être deviner. Ah, vous avez deviné maintenant? Peut-être. Ah, peut-être. Il faut le dire si on a... Oui, après, je vais vous le dire. Voilà sa lettre d'adieu. Stéphane Zweig. Oui. Ah, elle l'a déjà dit d'abord. Ah C'est ça la C'est pas grave. Non, mais On est pas nombreux, mais il y en a qui ne sont pas attentifs. après, on attend le titre. Mesdames. Alors, voilà ce qu'il écrit le lendemain, le jour de son suicide. Avant de quitter la vie de ma propre volonté et avec ma lucidité, j'éprouve le besoin de remplir un dernier devoir, adresser de profonds remerciements au Brésil, ce merveilleux pays qui m'a procuré, ainsi qu'à mon travail, un repos amical et si hospitalier. De jour en jour, j'ai appris à l'aimer davantage et nulle part ailleurs, je n'aurais préféré édifier une nouvelle existence, maintenant que le monde de mon langage a disparu pour moi et que ma patrie spirituelle, l'Europe, s'est détruite elle-même. Mais à 60 ans passés, il faudrait avoir des forces particulières pour recommencer sa vie de fond en comble. Et les miennes sont épuisées par les longues années d'errance. Aussi, je pense qu'il vaut mieux mettre fin à temps et la tête haute à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde. Je salue tous mes amis. Puisse-t-il avoir encore l'aurore après la longue nuit? Moi, je suis trop impatient, je pars avant eux. Et le texte, c'est le joueur d'échecs. Le grand Jacobi, qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos Aires, régnait l'affairement et le va-et-vient habituel de dernière minute. Un peu à l'écart de la cohue, je m'entretenais avec un ami sur le pont promenade, lorsque la lumière brutale de 2 ou 3 flashs jaillit à côté de nous, apparemment des reporters qui se hâtaient d'interviewer et de photographier avant le départ quelques personnages importants. Mon ami regarda dans leur direction et sourit. « Vous avez là un oiseau rare à bord, Czentovic, Mirko Czentovic, le champion du monde d'échecs. » Il y avait environ 1 an, Czentovic s'était hissé d'un seul coup au rang des plus grands maîtres de l'échiquier. Les capacités intellectuelles de Czentovic ne laissait en rien présager une carrière aussi brillante. Le champion était incapable d'écrire une seule phrase sans faute d'orthographe, en quelque langue que ce soit, et son inculture dans tous les domaines était pareillement universelle. Il était le fils d'un misérable batelier slave du Danube, dont la minuscule embarcation avait été coulée une nuit par un vapeur chargé de blé. Pris de pitié, le curé du petit village avait alors recueilli le jeune orphelin de 12 ans. Le brave prêtre s'était fait un devoir d'inculquer à cet enfant obtus, peu loquace et au front trop large, ce que l'écolier ne parvenait pas à assimiler en classe. Mais toutes ces tentatives étaient restées vaines. Son cerveau, particulièrement lent, ne parvenait pas à assimiler les notions les plus élémentaires. À 14 ans, il s'aidait toujours de ses doigts pour compter. Et l'adolescent devait encore fournir des efforts considérables pour lire un livre. Il ne faisait rien sans y être poussé, ne posait aucune question, ne jouait jamais avec d'autres garçons. Et tandis que le soir, le curé fumait sa longue pipe rustique et jouait ses 3 parties habituelles d'échecs avec le brigadier de gendarmerie, le garçon restait planté là. Et, sous sa tignasse blonde et ses paupières alourdies, il fixait en silence l'échiquier, d'un air en apparence endormi et indifférent. Le curé ne put réprimer son envie de provoquer son protégé en duel. Mirko le battit avec la plus grande aisance. Son jeu était tenace, lent,
imperturbable, et pas une seule fois il n'avait relevé son large front penché sur l'échiquier. Mais sa tactique témoignait d'une éclatante assurance. Le curé, après avoir emmené Mirko chez le barbier du village pour faire élaguer sa tignasse blonde et hirsute et le rendre quelque peu présentable, le conduisit dans la petite ville voisine. Il y connaissait des joueurs d'échecs enragés et il savait d'expérience qu'ils étaient trop forts pour lui. Le garçon, intimidé, resta d'abord dans un coin, les yeux baissés, jusqu'à ce qu'on l'invite à l'une des tables de jeu. Mirko perdit la première partie. La deuxième fois, il faisait déjà partie nulle contre le meilleur joueur. Mais dès le troisième et le quatrième jeu, il les battait tous, l'un après l'autre. C'est à dater de ce jour que débuta l'étonnante carrière du fils de batelier. Au bout de 6 mois, Mirko maîtrisait tous les secrets de la technique du jeu d'échecs à une exception près. Šentovič n'était jamais parvenu à jouer une seule partie par cœur, ou, pour employer un terme technique, à l'aveugle. Il était absolument incapable de se représenter le champ de bataille dans l'espace non balisé de son imagination. Il avait toujours besoin d'avoir devant lui, bien palpable, le plateau noir et blanc, avec ses 64 cases et ses 32 pièces. Et même lorsqu'il fut célèbre dans le monde entier, il avait toujours sur lui un échiquier de poche pliant qui lui permettait de visualiser concrètement la position des pièces chaque fois qu'il voulait reconstituer une partie de maître ou résoudre un problème. Pourtant, cette curieuse particularité n'allait en rien freiner la stupéfiante ascension de Mirko. À 17 ans, il avait une douzaine de prix à son actif. À 18 ans, il était champion de Hongrie. Et à 20 ans, enfin, champion du monde. Si Šentovič restait un maître incontesté sur le terrain de l'échiquier, à la seconde même où il le quittait, il devenait irrémédiablement grotesque et même risible. En dépit de son cérémonieux costume noir et de sa cravate pompeusement ornée d'une perle voyante, ou encore de ses mains soignées aux ongles bien limés, ses façons et ses manières étaient restées celles du jeune paysan borné qui balayait la chambre du curé de son village. Avec une maladresse et une grossièreté sans vergogne, il ne songeait qu'à tirer autant d'argent qu'il le pouvait de ses talents et de sa renommée. Et il le faisait avec une cupidité dont la mesquinerie n'avait d'égal que la vulgarité. Tour à la joie, aux grandes dames déplaçant quelques pièces sur une planche de bois, plus d'argent que tout son village natal n'en récolte en une année. Les propos de mon ami ne manquèrent pas d'exciter chez moi une curiosité toute particulière. Tous les types de comportements monomaniaques, tous les êtres entichés d'une seule idée m'ont depuis toujours fasciné, car plus un esprit connaît de limites, et plus il se rapproche paradoxalement de l'infini. Durant les premiers jours du voyage, il se révéla complètement impossible d'approcher Šentovič. L'occasion ne m'avait encore jamais été donnée de connaître personnellement un champion d'échecs. Et plus je m'efforçais de me représenter ce genre de personnage, moins je comprenais que l'on puisse ramener son activité cérébrale toute une vie durant à une surface faite de 64 cases noires et blanches. Certes, je savais d'expérience l'attrait secret que pouvait exercer ce jeu royal, le seul d'entre tous les jeux inventés par l'homme qui puisse se soustraire souverainement à la tyrannie du hasard, et le seul qui ne dispense ses lauriers qu'à l'intelligence, ou plutôt à une certaine forme d'intelligence. Certes, depuis toujours, je comprenais dans le principe qu'un jeu aussi exceptionnel et aussi génial puisse engendrer une race spécifique de matadors. Et voilà que maintenant, un pareil phénomène, un génie aussi singulier ou encore un fou aussi énigmatique, se trouvait pour la première fois dans les parages, tout près de moi, sur le même bateau, à 6 cabines de la mienne, et moi, pauvre infortuné chez qui la curiosité pour les choses de l'esprit a toujours dégénéré en une sorte de passion, je me trouvais dans l'impossibilité de l'approcher. Mais, finalement, je me rappelais que la technique la plus éprouvée des chasseurs
pour attirer le coq de bruyère était d'imiter son cri à la saison des âmes. Je conçus un piège des plus primaires et adoptais la technique de l'oiseleur. Je m'installais avec ma femme devant un échiquier dans le fumoir. Je ne m'étais pas trompé, car nous n'avions pas encore fait 6 coups qu'un partenaire se proposa pour jouer avec moi. Il s'appelait McConnor. C'était un ingénieur écossais des ponts et chaussées, et je m'étais laissé dire qu'il avait amassé une belle fortune en creusant des puits de pétrole en Californie. Shentovich, qui faisait sa promenade sur le pont, nous avait-il aperçu par le hublot, attablé devant l'échiquier. Toujours est-il que dès qu'il vit les intrus que nous étions nous mêlés de son art, il fit involontairement un pas dans notre direction et, gardant la distance, jeta sur notre jeu un œil de connaisseur. McConnor avait justement le trait, et apparemment, ce coup suffit à convaincre Shentovich que nos efforts de dilettante étaient peu dignes de son magistral intérêt. Il s'éloigna donc de notre table et quitta le fumoir. Je déclarai à McConnor: « Votre coup ne semble pas avoir trop enchanté le maître. » « Et quel maître ?» Je lui expliquais que ce monsieur, qui venait de passer et avait jeté sur notre partie un regard désapprobateur, n'était autre que le champion d'échecs Shentovich. Il ignorait complètement que Shentovich fut à bord et il devait absolument jouer avec lui. Il n'avait encore jamais joué contre un champion du monde. McConnor, ne pouvant contenir plus longtemps son impatience, prit le pont d'assaut à la recherche de Shentovich. Au bout de 10 minutes, McConnor revint. Et à ce que je crus voir, il était loin de s'être calmé. « Eh bien, demandai-je, ah, vous aviez raison, ce n'est pas un monsieur très aimable. Il était désolé, mais il avait des obligations contractuelles vis-à-vis de ses agents qui lui avaient expressément interdit de jouer durant sa tournée sans réclamer de cachet. Le minimum était de $250 par partie. » J'éclatais de rire. Je n'aurais jamais cru que pousser des pièces d'un carreau noir sur un carreau blanc était une affaire aussi lucrative. Mais McConnor gardait son sérieux. La partie est fixée pour demain après-midi, 3 heures, ici, au fumoir. Quoi? Vous avez accepté de lui payer les $250? Eh, pourquoi pas? C'est son métier. Si j'avais mal aux dents, et s'il se trouvait par hasard un dentiste à bord, je n'exigerais pas non plus qu'il me soigne gratuitement. Nous nous hâtâmes d'informer de l'événement imminent les 4 ou 5 joueurs d'échecs qui s'étaient fait connaître à bord. Le jour suivant, à l'heure dite, notre petit groupe était au complet. Mais le champion se fit attendre 10 bonnes minutes. Il s'avança vers la table d'un pas tranquille et mesuré. Comme il n'y avait pas assez d'échiquiers à bord pour une partie simultanée, il nous proposa de jouer tous ensemble contre lui. Après chaque coup, il irait s'asseoir à une table, au fond de la pièce, pour ne pas troubler nos délibérations. Dès que nous aurions joué, nous frapperions sur un verre avec une cuillère pour l'avertir. Cela n'aurait pas beaucoup de sens de relater la partie dans le détail. Nous fûmes battus sur toute la ligne, et qui plus est, dès le 24e coup. Après avoir dit « mat », il attendit simplement, debout devant la table, de savoir si nous souhaitions faire une autre partie. À mon grand dépit, j'entendis à mon côté McConnor s'écrier d'une voix rauque « Revanche !» Shentovich demeura impassible. « Je vous en prie, répondit-il poliment, c'est à ces messieurs de prendre les noirs. » La deuxième partie ressembla fort à la première. Peu à peu, nous en étions donc arrivés au 37e coup, quand nous vîmes, à notre immense surprise, que la situation avait tourné à notre avantage. Nous avions en effet réussi à mener le pion de la ligne C jusqu'à l'avant-dernière case C2, et nous n'avions plus qu'à l'avancer en C1 pour faire une nouvelle gamme. McConnor s'apprêtait déjà à avancer le pion sur la dernière case quand quelqu'un le saisit brutalement par le bras et lui chuchota avec véhémence « Pour l'amour de Dieu, pas ça !» Involontairement, nous nous retournâmes d'un bloc. Un monsieur d'environ 45 ans, au visage étroit et anguleux, que j'avais déjà rencontré sur le pont et
dont l'étrange pâleur et le teint crayeux m'avaient frappé, avait dû s'approcher de nous durant ces dernières minutes, tandis que nous étions absorbés tout entiers par notre problème. Il ajouta à la hâte: si vous faites dame maintenant, il vous attaquera immédiatement avec son fou ancien et vous riposterez avec le cavalier, mais entre-temps, avec son pion libre, il ira menacer votre tour en D7, et même si vous faites échec avec le cavalier, vous serez perdu et battu en 9 ou 10 coups. Surpris, MacConnor lâcha la pièce qu'il tenait dans la main et leva des yeux aussi fascinés que nous vers cet inconnu qui nous était tombé du ciel comme un ange venu à la rescousse. Son arrivée subite et son intervention à un moment aussi critique avaient quelque chose de surnaturel. MacConnor fut le premier à se ressaisir. « Mais que conseilleriez-vous » murmura-t-il tout excité. « De ne pas avancer maintenant et d'éviter d'abord l'adversaire et surtout d'éloigner le roi de la ligne périlleuse qui va de G8 à H7. » MacConnor lui demanda encore une fois: « Donc déplacer le roi de G8 en H7 ?»« Et c'est bien ça, surtout éviter l'adversaire. » Nous ne comprenions rien de ce qu'il disait. Pour nous, c'était du chinois. Mais MacConnor, entièrement subjugué, obtempéra sans réfléchir. Nous frappâmes sur le verre pour rappeler Shentovich. Il leva les yeux et passa notre groupe en revue. Apparemment, il voulait découvrir lequel d'entre nous lui opposait tout à coup une aussi efficace résistance. Notre nouvel ami avait déjà décidé du coup suivant. Nous vécûmes alors notre premier triomphe. Shentovich, qui jusque-là avait joué debout, hésita encore, puis finit par s'asseoir. Shentovich réfléchit quelques minutes, puis il joua et se leva. Dans les coups suivants, les deux adversaires se livrèrent à un va-et-vient auquel nous ne comprenions rien. Après 6 ou 7 coups, Shentovich resta quelque temps songeur avant de déclarer « partie nulle ». Il y eut un long silence. Shentovich savait se contenir, il demeurait rigide et impassible. Il se contenta de demander d'un ton neutre et en repoussant d'une main tranquille les pièces de l'échiquier: « Ces messieurs souhaitent-ils une troisième partie ?» Sa question semblait détachée. Mais, curieusement, ce n'est pas MacConnor qui le regarda en prononçant ces mots. C'est sur notre sauveur que son regard se posa directement et fixement. MacConnor lui lança triomphalement: « Naturellement, mais cette fois vous jouerez seul contre lui, vous seul contre Shentovich. » L'inconnu sursauta quand il sentit tous les regards braqués sur lui. Son expression se troubla. « En aucun cas, messieurs, c'est absolument exclu. Je n'ai plus touché un échiquier depuis 20 ans. Non, depuis 25 ans. Et je comprends que j'ai agi inconsidérément en m'immisçant dans votre jeu, sans y avoir été convié. Je vous prie de me pardonner. » Et avant même que nous soyons remis de notre surprise, il s'était détourné et avait quitté la pièce. « Mais c'est absolument impossible !» gronda le bouillant MacConnor. « Il est inconcevable que cet homme n'ait plus joué aux échecs depuis 25 ans. Il a calculé chaque trait, chaque riposte, 5 à 6 coups à l'avance. C'est tout à fait inconcevable, pas vrai ?» Ce disant, il s'était involontairement tourné vers Shentovich. Je ne puis en juger, mais il est vrai que le jeu de ce monsieur était intéressant et parfois déconcertant. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé de lui laisser une chance. Si l'un ou l'autre de ces messieurs souhaite faire une autre partie demain, je serai à sa disposition dès 3 heures. Il était hors de question de renoncer au spectacle d'une nouvelle partie. Nous décidâmes de tout mettre en œuvre pour que notre sauveur affronte Shentovich le lendemain. J'eus au fait de retrouver notre fuyard sur le pont. Il lisait, étendu sur une chaise longue, mais avant de m'approcher, je pris le temps de l'observer. Sa tête anguleuse reposait un peu lasse sur l'oreiller. Cette fois encore, je fus frappé par l'étrange pâleur de ce visage pourtant relativement jeune, qu'encadraient les cheveux très blancs. J'ignore pourquoi, mais j'avais l'impression que cet homme avait vieilli prématurément.
Il se redressa poliment et me déclina son nom, Docteur B, qui ne m'était pas étranger. C'était celui d'une vieille famille autrichienne très considérée. Lorsque je fais part au Docteur B de notre désir de le voir relever le défi de Chemtovitch, il parut embarrassé. Après de longues hésitations, le Docteur B se déclara disposé à jouer la partie, non sans m'avoir au préalable prié d'avertir ces messieurs qui ne devaient surtout pas fonder leurs espoirs sur ses talents. Car, ajouta-t-il, j'ignore vraiment si je suis capable de jouer une partie d'échecs correctement et selon les règles. Je vous prie de me croire, il ne s'agit nullement de fausse modestie, et c'est vrai que je n'ai plus touché à un échiquier depuis le temps du lycée, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Et même à l'époque, je ne passais pas pour un joueur particulièrement doué. Je ne pus m'empêcher de laisser libre cours à mon étonnement mêlé d'admiration. Il devait donc s'être beaucoup intéressé aux échecs, ne serait-ce que théoriquement. Le Docteur B eut cette fois encore son étrange sourire pensif, beaucoup intéressé. Dieu seul sait combien je me suis beaucoup intéressé aux échecs. C'est bien vrai. Mais c'était dans des conditions très particulières, et même absolument uniques. C'est une histoire assez compliquée. D'un geste, il m'invita à m'asseoir sur la chaise longue à côté de la sienne. Le Docteur B ôta ses lunettes, les posa et commença.